Je pense que, comme il a été convenu par les organisateurs, on va peut-être élargir le débat et puis peut-être revenir d'ailleurs à ce sujet en donnant à nouveau la parole à l'ensemble des participants. Je pense que tous les intervenants et intervenantes de ces deux journées sont toujours parmi nous et donc je parle sous le contrôle de Christophe et Jean-Pierre. Je propose que eh bien, toutes les questions qui ont été engrangées pendant ces deux jours, toutes les frustrations également qui ont été accumulées puissent enfin se dénouer et que chacun puisse poser aux uns et aux autres les questions qui leur brûlent les lèvres. Qui souhaite prendre la parole? Parce qu'on a beaucoup de monde en plus aujourd'hui, 35 participants. C'est un beau succès. Salim Dada. Oui, merci, merci. Et félicitations pour Calliope pour cette belle présentation, mais aussi aux trois communications matinales. Et je rejoins exactement ce qu'a dit Jean-Pierre. La musicologie en gagnera beaucoup en l'engagement des musiciens dans le cycle de la recherche. Et pour Kali, moi, je vais poser une question à titre un peu biographique par rapport à Theodorakis. Après voilà, des décennies de lutte, d'engagement, de critique, de positionnement de gauche envers la politique, le système et on va dire toute la sphère de décision, que ce soit en Grèce ou dans le monde. Et on connaît qu'il a été à un moment donné nommé secrétaire, plutôt ministre d'État pendant, je pense, 1 année ou 2 ans. Dans les débuts des années 90, ministre sans portefeuille. Qu'est-ce qu'il en a tiré de cette expérience? Qu'est-ce qu'il en dit après? Est-ce que son discours par rapport à la politique, par rapport au changement de société, par rapport au changement de système a été influencé par cette expérience de vie politique et action gouvernementale? Et Theodorakis a été élu député à plusieurs reprises dans les années 60 avec le parti de gauche, EDA. Avant, c'était avec le Parti communiste et en 1904, dans les années 90, il a été ministre de la droite. Du parti de droite, la Nouvelle Démocratie, qui est toujours au pouvoir actuellement. Et à l'époque, cet engagement a été très mal vu, très critiqué par les gens justement de gauche qui se sont sentis trahis. Et Theodorakis, pendant ces années-là, il me semble que c'était 2 ans ou 1 an et demi, il était nommé justement ministre sans portefeuille, mais il a été nommé aussi directeur de l'orchestre de la radiophonie grecque et du chœur de la radiophonie grecque. Donc, ce qu'il a pu faire, comme ses œuvres étaient longtemps censurées et très peu jouées pendant la dictature, elles étaient interdites. Par la suite, il était presque interdit. Ce qu'il a fait, c'était de faire jouer ses œuvres, en fait. Donc, les deux ensembles étatiques, le chœur et l'orchestre national, ont joué beaucoup de Theodorakis pendant son mandat. Et pour lui, il disait que c'était comme la réponse de l'État à ce qu'il lui avait fait avant, en fait. Donc, il a pris sa revanche. Voilà. Par la suite, dans les années 2000 il y a eu la proposition d'être nommé président, d'être présenté à la présidence candidat à la présidence de la République, candidature qu'il a refusée parce que cette proposition était, si je me souviens bien, au moment où il y avait la guerre en Yougoslavie. Et comme lui, il n'était pas, bien sûr, il était contre cette guerre, etc. Il se disait, c'est pas possible, moi, être président de la République, être obligé d'aller saluer les dirigeants yougoslaves qui
qui s'entretuent, quoi, Milosevic et compagnie. Voilà, donc, et puis, quelques années plus tard, c'était, il me semble, en 2004, il était proposé pour le prix Nobel de paix. Bon, la proposition n'a pas, et la candidature n'a pas eu, il n'a pas eu le Nobel, le prix, mais il était soutenu par des personnalités du monde entier. Les dernières années, avec la crise, Theodorakis s'est encore engagé, malgré son âge avancé. Il a créé un nouveau mouvement qui s'appelait Étincelle, Spitha, justement pour inciter les Grecs à se réunir et à se révolter contre cette crise qui devenait, c'était plus une crise économique, mais c'était une crise de mœurs, une crise beaucoup plus profonde. Merci pour ces précisions. Moi j'ai une question, mais peut-être qu'elle est un peu trop générale, mais on est à l'issue presque de ce deuxième grand colloque international consacré à Henri Tomasi, avec beaucoup d'intervenants qui étaient déjà présents. J'ai le sentiment qu'on n'a pas encore fait le tour de cette personnalité absolument fascinante, et j'étais en train de me demander s'il fallait faire un troisième colloque dans quelques années sur Henri Tomasi. Quels sont les sujets qui vous paraîtraient, qui n'ont pas été abordés, qui ont été évoqués, suscités, et qui pourraient éventuellement nourrir et construire l'architecture, constituer l'architecture d'une nouvelle manifestation scientifique. Parce que je pense qu'il y a à la fois de la mise à jour des connaissances et puis à chaque fois des angles nouveaux d'attaque de cette personnalité. Donc, je ne sais pas, un peu sous la forme d'un brainstorming, que peut-être les uns et les autres se disent « Ah oui, après cette deuxième édition, il nous manque encore ça » ou on a découvert, on pense qu'il y a un potentiel extraordinaire. Voilà, je lance ça comme une bouteille à la mer. Si ça vous paraît non pertinent, on passe à autre chose. Jean-Marie Jaconot qui… Jean-Marie. C'est une bonne perspective. Effectivement, il y aura peut-être matière à un troisième colloque Tomasi. Et l'un des sujets, l'un des thèmes, outre la recherche sur l'œuvre qui n'en est qu'à ses débuts, même si certaines œuvres ont été bien analysées, il me semble qu'un sujet doit être abordé, c'est celui de la réception de Tomasi et par là même de ses relations avec les milieux musicaux et les milieux culturels français, voire européens. Ce qui est frappant, c'est de voir que beaucoup d'interprètes, encore aujourd'hui, ne connaissent pas Tomasi, et beaucoup de responsables culturels tiennent Tomasi complètement à l'écart ou l'ignorent totalement. Moi, je prendrais comme exemple que les responsables d'un grand festival d'art lyrique international de ma région, vous avez compris peut-être celui que j'évoque, mais selon la tradition universitaire, on ne donne pas de nom, on reste dans le flou. Comme ça, personne n'est nommé, personne n'est lésé, personne n'est incriminé, stigmatisé, etc. Donc, il y a quelques années, je me suis adressé au précédent directeur qui était fort occupé et qui n'a jamais donné suite à une demande de rendez-vous. Quant au second, il y a quelques années, auquel je voulais proposer d'envisager une œuvre de Tomasi au cours de l'édition de 2021, il m'a accueilli avec la question suivante: Tomasi, qui est-ce? J'ai dit, c'est un compositeur français extrêmement joué dans le monde. Ah bon? Moi, je ne le connais pas. Et quelles œuvres sont jouées? J'en ai jamais entendu parler. Donc, provenant d'un responsable d'une institution prestigieuse à l'heure actuelle, on peut se poser des questions sur le chemin qui reste à faire pour faire connaître Henri Tomasi, qui n'a jamais été joué, par exemple, dans un grand festival de piano international qui est aussi dans ma région.
dont le principal responsable eh bien, repose sa programmation uniquement sur les interprètes, sur son petit cercle d'interprètes, élargi bien sûr en permanence, mais ce sont les interprètes qui décident de jouer Tomasi, et ce sont eux qui peuvent être porteurs. Or, il y a actuellement un nombre très réduit d'interprètes. Et pourquoi Tomasi, qui était assez joué dans les années 60, par exemple, si ce n'est dans les années 50, aujourd'hui a subi la désaffection des interprètes et des milieux musicaux. Même si quelques-uns, effectivement, et il y en a de plus en plus. Moi, je suis étonné de voir, j'aurais jamais pensé qu'il y ait un second colloque Tomasi, par exemple, après celui qu'on avait fait à Marseille et à Ajaccio, mais il y a encore énormément de chemin à faire. Énormément de chemin à faire et de personnalités, peut-être des milieux musicaux qui appartiennent pas aussi au monde universitaire, à convaincre de jouer Tomasi et à faire aimer Tomasi. C'est une question majeure, la question de ce que Antoine Aignon appelait dans un travail sur Bach les first users, hein, comme s'il n'y avait pas d'équivalent en français, les premiers utilisateurs. Voilà. Je pense que Claude Tomasi souhaite réagir. Oui, oui, je dois dire que je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point, dans la mesure où ce sont justement les interprètes, et les interprètes internationaux, qui ont fait que des œuvres ont été découvertes, comme les 5 danses profanes et sacrées, comme même le concerto de trompette, de trombone, de saxophone ou de clarinette, qui n'étaient peu joués jusqu'ici, qui le sont davantage, grâce à des interprètes. Et si je pense au contraire, donc, si la musique de mon père est toujours vivante, c'est grâce aux interprètes. Alors, que tu dises, bien sûr, qu'ils ne soient pas assez nombreux à le faire, je ne peux qu'être d'accord, mais je dirais que la survivance est due aux interprètes. Christophe souhaite prendre la parole, Christophe Bennett. Et après, Jean-Pierre Bartoli. Ah, excuse-moi, Jean-Pierre, tu avais demandé la parole d'abord. Je te la laisse. Il n'a pas levé sa mimine. Oui, enfin, c'est comme tu veux. Non, ça va être très court. Moi, j'ai vécu, entre guillemets, enfin, la comparaison est, mais elle n'est pas non plus mauvaise. C'est-à-dire la comparaison avec Berlioz, qui évidemment a toujours joui quand même d'un prestige supérieur. Mais néanmoins, Berlioz a été souvent très, 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 très mal considéré par les interprètes français. Et si Berlioz revient aujourd'hui, c'est grâce à une période où les principaux interprètes de Berlioz étaient étrangers. C'était des chefs allemands, des chefs anglais qui jouaient Berlioz. Il n'y avait aucun chef, à part Serge Baudot d'ailleurs, il y avait et puis quand même Munch. Il n'y avait quasiment plus personne qui. Et je me demande s'il ne faut pas aussi, parce que vous savez, les Français sont construits comme ça marche par coterie, c'est très parisien d'ailleurs, hein, parce que je pense que le milieu provincial, entre guillemets, le milieu des régions, c'est beaucoup plus ouvert qu'à Paris. À Paris, on ne marche que par mode, et donc je pense que la mode pourrait revenir sur Tomasi en passant par le biais des interprètes étrangers. Ça me paraît extrêmement important comme système. C'est-à-dire que dans le fond, s'il y a plusieurs théâtres qui montent le silence de la mer dans les régions ou à l'étranger, à ce moment-là, eh bien, le microcosme parisien finira par se laisser convaincre. J'ai un peu cette impression-là. Je ne sais pas si c'est une bonne impression ou pas, mais en tout cas, c'est une suggestion que je fais. En tout cas, je me réjouis que dans ce colloque, qu'il y ait eu autant d'interprètes qui soient intervenus et qu'il y ait eu des choses extrêmement intéressantes à partager. Christophe, ensuite Émilie. Oui, et je suis d'accord avec toi, Gilles. C'est un signe d'ailleurs que les interprètes étaient partie prenante de ce colloque. Non, moi, je rebondis à la question que tu te posais, parce que cette question, on se l'est posée quand on a monté ce colloque. Qu'est-ce qu'on pouvait proposer de mieux et de différent après ce colloque assez monumental de 2013, parce qu'on avait l'impression qu'un grand nombre des sujets avaient été abordés. Moi, j'ai l'impression qu'en réalité, on a d'ores et déjà abordé tous les sujets importants
important, même si tu as raison, Jean-Marie, la question de la réception n'a été que effleurée. Moi, j'ai envie de poser la question autrement. Je me dis, aujourd'hui, on est une trentaine, on était une trentaine hier, et quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a une espèce de communauté autour de la mémoire de Tomassi. C'est pour partie un certain nombre des communicants de 2013, et si on fait un colloque en 2027, fort à parier que d'autres, enfin, on aura encore un socle commun. La réflexion que je me fais est la suivante. Nous sommes là tous à faire le constat que la musique de Tomassi et l'homme de Tomassi méritent de ne pas tomber dans l'oubli pour ce qu'elle est, pour ce qu'il était. Et si on a ressenti le besoin de promouvoir sa mémoire à l'occasion du cinquantenaire de sa disparition, c'est parce qu'on a l'impression que c'était une occasion à saisir. Et il me semble que on referait un autre colloque, et on le refera, je l'espère. On aura toujours autant de fils à tirer, on aura toujours autant de sujets d'approfondissement de ces grandes thématiques que nous avons commencé à aborder, et j'espère que nous aurons d'autres interprètes et musicologues, comme le sont Stéphanie ou Déborah, voilà, comment dirais-je, l'idée, c'est que, encore une fois, on a l'impression qu'on est là pour une cause, et que je pense qu'on a une responsabilité. Effectivement, on peut appeler ça du lobbying, le lobbying de la science, hein, qui vient réactiver la mémoire de quelqu'un et qui tend la main aux interprètes. Je suis d'accord avec vous. L'interprète, c'est un passeur qui peut favoriser l'entretien de la mémoire. Donc, je pense que c'est un peu comme ça que j'ai envie de répondre. Nous, on a très envie de faire un troisième colloque Tomassi parce qu'on a conscience qu'il y a une matière et parce qu'il y a un enjeu à faire un colloque Tomassi. Et peut-être que ça nous amènera, et je vois qu'il y a plein de mains levées, sur la question de la prospective. Comment faire des leviers de lobbying, appelons les choses comme elles sont, pour justement favoriser le maintien de la mémoire de Tomassi et rendre et compenser un certain nombre d'injustices. Et j'en parlerai tout à l'heure, comme par exemple le fait que Don Juan de Tomassi n'ait jamais été joué à Paris. Et donc, c'est un des projets qui nous anime. Alors, on en reparlera tout à l'heure, Claude, Frédéric et moi. Merci Christophe. Il y a effectivement beaucoup de demandes de prise de parole. Moi, je me demande s'il n'y a pas quelque chose du côté de l'international qui pourrait être creusé, mais oui. Je fais la parenthèse. Émilie Capulet. Je voulais juste entrer sur le côté interprète et la musique pour piano, évidemment, puisque je vis avec depuis au moins 6 ans, avec des partitions que m'a donné Claude. Et un des problèmes que j'ai trouvé, surtout avec celle-là, c'est que les partitions ne sont plus éditées ou on ne peut plus les trouver. Et après que mon CD soit sorti, j'ai eu des dizaines d'emails de personnes au Japon, aux États-Unis, de partout dans le monde qui avaient découvert ça sur YouTube, parce que c'est tout. En fait, le CD est en ligne, on peut tout écouter gratuitement si on ne veut pas l'acheter en physique. Et il me demandait, mais où est-ce qu'on peut trouver ces partitions? J'adore ce morceau, j'aimerais jouer celui-là, j'aimerais que mon étudiant joue celui-là. Et les partitions ne sont plus disponibles. Et je crois qu'il faut un travail aussi en amont avec les éditeurs. Peut-être nous, interprètes qui connaissons bien ces partitions, qui ont eu la chance d'avoir pu regarder les manuscrits aussi, il faut avoir ce travail en amont aussi pour qu'ensuite ça se propage dans le monde au travers des partitions. Parce que s'il n'y a pas les partitions, les interprètes n'auront pas les jouer. C'est toute une mobilisation de tout l'écosystème qu'il faut. Denis Leroux. Oui, je rebondis d'ailleurs sur ce que disait à l'instant Émilie, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai eu le même problème par rapport à certaines œuvres pour flûte de Tomassi qui ne sont plus du tout éditées et dont je sais que malheureusement les éditions Le Moine n'envisagent pas de les rééditer. Ce qui m'a un peu surpris, mais enfin bon, malheureusement c'est comme ça. Et je pense par rapport aux axes possibles de réflexion, pour moi c'est beaucoup l'idée du compositeur libre
qui m'interpelle. Je trouve que, en fait, on voit très bien au travers de la réception de Tomasi et de la difficulté qu'il a eue pour avoir certaines de ses œuvres véritablement comprises et difficilement admises dans leur réception dès le départ. On l'avait très bien vu avec le chant pour le Vietnam. Hier, je pense qu'on voit très bien que la liberté a un prix. Et je trouve que le prix de la liberté du compositeur, ça me paraîtrait un thème assez intéressant à développer et malheureusement toujours d'actualité aujourd'hui. Moi, c'est pareil, je ne mentionnerai pas de nom, mais dans certaines très grandes saisons musicales, certains compositeurs n'auront jamais droit de citer. Et c'est malheureusement, et on l'a très bien vu, alors à l'époque de Tomasi, véritablement, on voit très bien les compositeurs qui se sont montrés libres en disant non, effectivement, au sérialisme, non pas de manière forcément catégorique, ils l'ont pour certaines fois expérimenté dans leurs œuvres, mais qui d'une manière générale s'en sont démarqués. On voit très bien ce qui leur est arrivé, c'est-à-dire qu'ils ont subi la domination d'un courant de pensée et d'un courant musical omniprésent, et avec la progression des médias, eh ben, ils n'ont pas pu véritablement faire connaître leurs œuvres. Et alors effectivement, ça revient, oui, bien la question des interprètes, puisqu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, grâce à des initiatives comme celle d'Émilie, de Stéphanie, etc., eh ben, on voit enfin des œuvres entières surgir. Et celles-là, pour le coup, il faut les promouvoir. Donc moi, je verrais bien quelque chose autour de liberté, réception et promotion. Merci. Je suis désolé, je passe la parole en fonction de l'ordre, en essayant de suivre l'ordre d'apparition. Donc, soyons patients. Frédéric Ducrot souhaitait, je pense, intervenir. Oui, beaucoup de choses ont été déjà dites que je partage pleinement. Notamment, c'est vrai que les interprètes ont fait beaucoup pour Tomasi. C'est vrai que ce que disait Jean-Pierre est tout à fait vrai. L'étranger est important. Et c'est vrai que Tomasi, il y a un certain nombre d'années, a été beaucoup joué à l'étranger. Pour revenir d'ailleurs sur ce que je disais ce matin, Denis, c'est vrai que paradoxalement, dans les années 90, le fait que Tomasi ait écrit beaucoup de morceaux de conservatoire, à ce moment-là, finalement, l'a un petit peu gêné. Et puis, heureusement, ensuite, par le fait que les œuvres ont commencé à être redonnées avec orchestre, ça a changé totalement les choses. Bon, il est vrai qu'il faut que Tomasi soit joué, c'est ce que nous avons essayé de faire depuis un certain nombre d'années, et c'est vrai que le fait d'avoir pu prendre des bandes de la radio, puisqu'on ne pouvait pas avoir d'enregistrement nouveau pour Don Juan de Maniara, où ensuite on a pu avoir, quand on a retrouvé le Requiem, un enregistrement du Requiem. Voilà, ce sont quand même toutes ces choses-là qui vont permettre à ce que Tomasi soit réellement reconnu. Et on en parlait un petit peu à midi avec Christophe. C'est vrai que, par exemple, je reviens encore, je pense à une chose, on avait fait des émissions sur France Musique il y a 20 ans, et c'est vrai que j'avais fait exprès de passer les Don Juan de Maniara en allemand, voilà, pour choquer un petit peu, hein. Voilà, et le silence de la mer en allemand, puisque les œuvres ont été traduites en allemand, ça marche très bien, en plus avec ce style musical, il n'y a absolument aucun souci. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on arrive à, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais à un gros coup pour Tomasi, parce qu'on sait tous que c'est s'il y a vraiment les pleins phares qui sont mis. Alors c'est vrai que c'est merveilleux que Émilie ait enregistré l'intégrale pour piano, que Stéphanie va nous faire l'intégrale pour violon, ça c'est génial. Mais par exemple, quand même, Tomasi est un des grands compositeurs d'opéra, et c'est vrai que, comme le disait Christophe il y a 2 minutes, la création de Don Juan de Maniara à l'opéra, c'était quand même un des plus grands scandales, des scandales de ces 50 dernières années en France. Voilà. Bon, alors je me souviens d'avoir rencontré Berger plusieurs fois. Bon, finalement, il préférait monter autre chose. Bon, on a toujours des excuses, mais à un moment donné, s'il y a une seule œuvre par laquelle il faut commencer, il faut Don Juan de Maniara à l'opéra. Voilà, pardon, je suis très catégorique, hein, mais bien sûr, après, le reste suivra, bien sûr. Mais c'est pour ça que peut-être nous pourrions réfléchir, avec toutes les personnalités qui sont ici, à faire, comme le disait Christophe très bien, du lobbying justement pour arriver à avoir cette création, avant qu'on ne soit plus là. Merci, on va monter un groupe de pression. Donc, je pense dans l'ordre, Philippe Ferraud, Cécile Quesnay et Saline Dada.
Oui, bonjour à tous. Bonjour, Euh, Christophe. je voudrais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à la problème de programmation des œuvres de Tomasi là. Et ensuite, quand Claude a pris la parole, il a parlé uniquement des instruments avant, au niveau des interprètes. Et effectivement, faut comme, enfin, je fais un peu le parallèle avec Jolivet qui ressent un peu le même problème, c'est-à-dire toute la musique d'orchestre ou opératique de ces compositeurs n'est absolument jamais programmée. Et c'est quand même assez étonnant et paradoxal par rapport à ce que je viens d'entendre de ce que disait Frédéric. C'est vrai que ces morceaux écrits pour le conservatoire qui sont devenus des concertis incontournables pour certains des instruments qu'on a cités tout à l'heure, la trompette, le trombone, le saxophone, la clarinette. Il n'y a pas un instrument avant qui ne connaît pas Tomasi, un instrumentiste avant qui ne connaît pas Tomasi. Par contre, vous faites la même chose auprès des cordes. Heureusement que Davy Early était là quand même. Enfin, je veux dire, il l'a fait pour beaucoup de compositeurs de son époque. Et ça, je crois que malheureusement, même encore 50 ans après, vous savez, c'est encore plus tenace. Parce que quand j'entends effectivement ce que disait la personne là concernant les festivals dans le sud de la France, c'est vrai qu'on pourrait s'interroger sur la culture musicale de la personne en question, et ça n'a pas l'air de l'interroger, en tout cas, ce monsieur. Mais ça, c'est quelque chose, on est toujours dans cette problématique comment dire, de programmation des grandes salles, même s'il y a des gens qui connaissent l'œuvre de Tomasi, il y a toujours d'autres, ils vous donneront toujours d'autres contingences et exigences matérielles. Et juste pour une dernière chose par rapport au problème de l'édition. J'ai essayé d'avoir les scores de poche de certains concertis, de certains concertis même qui sont très joués, comme notamment pour le concerto de Basson, qui n'est plus édité. C'est-à-dire il faut louer la partition ou la demander en consultation, c'est-à-dire la partition qu'il loue avec le matériel. Donc ça, c'est absolument scandaleux qu'il n'y ait plus de partition d'études de poche, parce qu'elles existaient en plus, ces partitions. Et alors, quant au domaine symphonique, là, il n'y a plus rien du tout. C'est-à-dire il n'y a aucune partition consultable. Donc s'il n'y a pas de partition consultable, je veux dire, à part le lobbying et effectivement des personnes qui connaissent déjà cette musique, personne ne peut avoir accès à ça. Donc ça, je crois que c'est le premier des impératifs, vraiment, c'est de pouvoir accéder à la musique. Parce que Frédéric nous envoie très généreusement souvent les copies des manuscrits, des choses comme ça, ou des premières éditions, mais ça, c'est absolument scandaleux. Et moi, j'ai acheté il y a très récemment le score du concerto pour trompette. C'est juste en fait un reprint, enfin une copie de très mauvaise qualité qu'on paye un peu plus de 30 euros. C'est absolument scandaleux. J'ai failli écrire aux éditions Le Duc parce que je dis c'est pas possible, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un gros travail à faire de ce côté-là. Et puis une dernière chose, je crois que en fait, si la musique de Tomasi est jouée actuellement, effectivement, c'est grâce aux interprètes et à la personnalité des interprètes qui arrivent parfois à imposer. Moi, je viens pour jouer telle pièce. Je me retourne vers Jean-Pierre Bartoli et Christophe Benet parce que je sais qu'il y a une pause musicale qui est prévue. Est-ce qu'on a encore un peu de temps pour les trois interventions? Oui. D'accord. Alors, Cécile Quesnay. Oui, merci. Alors, merci pour ce débat qui est vraiment très, très riche. Et effectivement, on voit bien qu'on se heurte à des logiques de programmation et à un oubli certain d'une partie de la musique de Tomasi, mais je voudrais nuancer un tout petit peu le tableau pour dire que quand même, dans la génération des compositeurs de Tomasi, donc nés autour de 1900, les Français, on est quand même dans des musiciens qui ne sont plus beaucoup joués, très peu joués. Alors, on ressort un peu de l'ombre, là, ça y est, des opéras de Germaine Taillefer, mais Milhaud est quand même très peu joué, en tout cas pour ce qui est des grandes œuvres. Et en fait, finalement, c'est Poulenc qui va sortir son épingle du jeu, mais il me semble qu'il fait plutôt figure d'exception par rapport à toute cette génération et qu'il faut, je pense aussi avoir ce tableau en vue pour comprendre aussi les logiques de réception de l'œuvre de Tomasi voilà, dans cette deuxième partie du XXe siècle et au-delà. Et aussi, je voulais simplement revenir sur le fait que dans les questions futures pour la suite, et ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire tout de suite, il me semble important de toujours, d'essayer de replacer vraiment Tomasi dans son milieu musical. Hein. C'était un des buts aussi de ce colloque-là. Après le premier colloque, après le moment où on redécouvre son parcours, son œuvre, etc., de comprendre sa place au sein du monde musical français et international, ça me semble vraiment important.
Et de ce point de vue, des communications comme celle d'hier et aujourd'hui y ont contribué. Et je pense qu'il y a encore du travail à faire, notamment les rapports de Tomasi avec les musiciens communistes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il a fait finalement un très bref compagnonnage, où il a rejoint le Parti communiste français, mais seulement pour un temps très bref. Donc je pense que voilà, il y a encore des choses à faire de ce point de vue, il me semble. Je pense que le prochain colloque durera 5 jours. Je pose la question, je passe la parole à Déborah Livet, et puis ensuite Salim Dada. Oui, merci. Moi, je voulais juste, en fait, je suis tout à fait d'accord avec Cécile sur le fait que aussi, je rebondis tout de suite sur sa communication là, mais le fait qu'aussi, en fait, les compositeurs du début du XXe siècle français sont très peu joués, tout simplement, sur toutes les scènes musicales françaises, peut-être à l'international, je ne sais pas. Mais en fait, ce n'est pas le seul cas de Tomasi, et peut-être que Tomasi, quand même, sort son épingle du jeu grâce notamment, effectivement, aux musiques pour instruments avant qui sont un peu plus jouées. Après, concernant les éditeurs, l'édition, c'est vrai que je ne comprends pas comment on ne peut plus se procurer de partitions de compositeurs pareils français. Pourtant, on a normalement les impressions, si elles existent chez les éditeurs, c'est qu'ils ont normalement de toute façon tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc, c'est leur souhait de ne plus pouvoir les réimprimer. Et par contre, je ne suis pas d'accord avec M. Ferraud. En fait, quand on fait partie d'un orchestre ou d'un opéra, on peut demander des partitions en lecture. Ce que j'ai eu la chance de pouvoir faire avec le Requiem. Ça a été un petit peu long, mais j'ai réussi quand même à l'avoir de la part des éditions Le Moine. Donc, ils peuvent, après, par contre, cette question du lobbying doit être effectivement faite par l'éditeur aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il doit dire, par exemple, 2 ans, parce qu'on programme environ 2 ou 3 ans dans une maison d'orchestre ou une maison d'opéra, et donc dire, attention, il va y avoir un anniversaire, ça serait peut-être bien de programmer telle œuvre, etc. Et ça, je pense qu'effectivement, les éditions Le Moine ne le font pas du tout. Ça, c'est sûr. Et moi, je trouvais juste la dernière chose, je ne connais pas très bien en fait la musique pour petit orchestre. Donc, on a vu des œuvres pour grand orchestre, on a vu de la musique de chambre. Je sais aussi qu'il a écrit de la musique pour des orchestres qui étaient quand même assez petits, ce qui n'était pas trop forcément le cas au début à cette époque-là. Et en fait, on n'a pas trop entendu ni de choses sur ces œuvres-là. Ce qui me manquait peut-être un petit peu. Donc, une demi-journée de plus. Salim Dada. Oui. Alors, moi, je vais rebondir, mais surtout aller un peu dans le sens de Philippe Ferraud et du Cros aussi. Ceux qui sont venus dans le colloque de 2013 et assisté à ma communication à Ajaccio, ou peut-être lu l'article, ils vont remarquer, se souvenir peut-être que la dernière partie de ma présentation, c'était d'essayer d'expliquer l'amnésie du concerto de guitare de Tomasi. Donc, j'avais émis une hypothèse d'une amnésie et j'avais accusé plusieurs éléments. D'abord, c'était le compositeur lui-même par rapport à des questions purement, j'allais dire, ergonomiques, questions de difficulté, une ambition assez surréaliste quelquefois pour les réalisations de certains traits, et le concerto de guitare, peut-être même celui de violon, en atteste. Et j'avais remarqué la même chose aussi que Alexandre Lagoya, l'interprète et le dédicataire du concerto, avait retouché, avait simplifié certains traits, comme il avait aussi complexifié certains passages, et qu'il y avait une différence entre la version pour orchestre et la version réduite pour piano. Et exactement, il y avait aussi la même différence entre l'enregistrement et la partition. Donc c'est quelque chose, je pense que c'était récurrent, mais j'avais accusé aussi l'interprète lui-même, Lagoya, parce qu'il se trouve qu'il était le dédicataire et l'exclusif, il était l'interprète exclusif, et ce qui a fait au début a donné une belle renommée au concerto, mais rapidement la carrière de Lagoya avait changé de cap, et du coup il n'a plus rejoué le concerto. Et entre 84 et 99, date de sa mort, il n'a jamais joué ça.
Et avant, il avait joué ça une vingtaine de fois. Et du coup, la première représentation du concerto de Tomasi, après l'avoir écrit en 66, c'est en 2006, c'est-à-dire 40 ans après. C'est le deuxième interprète qui va jouer ça. Je pense que ça a joué à l'encontre de ce que souhaitait Tomasi. Le troisième élément que j'avais accusé, c'était l'éditeur, bien sûr. Et là, j'en parle de Leduc, pour lesquels moi j'étais parti voir le manuscrit et tout. Et c'est vrai que l'état de la partition qu'on m'avait prêtée pour consultation était déplorable. Il y avait des annotations de partout, des couleurs de partout. Au moins 5 ou 6 chefs d'orchestre avaient leurs annotations. Et la partition, elle était carrément... excusez-moi du mot, mais c'était une sorte de chiffon. Même le papier, il était très fragile. Et j'avais demandé pourquoi ne pas faire une partition, une réédition numérique de la partition. Et on m'avait montré une édition, c'est-à-dire ils ont rejoué, plutôt réécrit la partition pour laquelle j'ai participé dans sa correction, mais à mon savoir, jamais n'a été édité. J'ai même posé la question pourquoi ne pas éditer des partitions de poche, au moins pour les analystes, pour les musicologues, pour les interprètes. Donc voilà, c'est une question purement mercantile, je pense. Voilà, c'est un peu dans ça où je pense que ça a dû bloquer un petit peu la diffusion de la musique de Tomasi. Et s'il faut faire des choses, il faut travailler sur ces éléments-là. Une dernière chose, et une recommandation aussi que j'avais remarqué après le premier colloque qui avait sa juste valeur d'être organisé à Marseille et en Corse, en marge de l'activité de Marseille Capitale Européenne en 2013. Et là, on est sur un colloque à Paris. Mais je pense que un troisième colloque, s'il devait y avoir, il faudrait que ce soit un colloque international, peut-être hors de France, en Allemagne, aux États-Unis. Je vois ici parmi les participants, peut-être on est 2 ou 3 étrangers à parler de Tomasi. Je pense que ce serait bien aussi d'inciter d'autres musicologues, compositeurs, de parler de cette œuvre, notamment par le biais peut-être tel que j'ai fait modestement sur le rapport entre Tomasi et les œuvres algériennes, peut-être d'autres musicologues aussi, des Cambodgiens, des Vietnamiens, des Espagnols, pour accentuer et faire valoir ce travail qui a fait Tomasi sous l'inspiration d'autrui, de l'autre aussi. Donc, je pense qu'un colloque international mériterait bien d'être organisé dans une envergure internationale pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Je pense que ce débat extrêmement fécond, animé avec même des accords, laisse augurer d'un troisième colloque tout à fait passionnant. Je repasse le micro à Jean-Pierre Bartoli et Christophe Bennett pour la suite de cet après-midi et je remercie tous les intervenants de cet après-midi.